On parle souvent dans les publications des investisseurs pour la République démocratique du Congo et notamment des investisseurs dans l'agronomie et le secteur agricole, sachant que l'idée là c'est de simplifier, donc d'exposer de façon simple la situation, que je pourrais résumer de la façon suivante. Quand on parle d'investissement, on parle de personnes qui ont on va dire un montant d'argent, un budget à leur disposition et qui souhaitent injecter dans une activité pour que cette activité tourne, mais surtout pour qu'ils puissent être remboursés de l'argent qu'ils ont investi et qu'ils soient remboursés avec un certain profit, un montant supérieur à la mise. Et l'enjeu pour l'investisseur, en tout cas l'investisseur financier, c'est de pouvoir avoir la mise la plus importante possible, la garantie d'avoir au moins le retour, un retour sur investissement et le minimum de risque. Alors, pour pouvoir donc avoir ce retour sur investissement, l'investisseur va s'intéresser à des activités pour lesquelles il va voir par lui-même qu'il y a ce qu'on appelle un marché, c'est-à-dire un certain nombre de clients qui sont prêts à acheter la production de l'activité. On va dire par exemple, là ce sera les productions agricoles et qui sont prêts à l'acheter au prix qui sera vendu et avec une certaine marge qui rentrera dans son retour d'investissement. C'est le modèle classique qui est utilisé, je pense, aujourd'hui pratiquement partout dans la planète pour lancer des activités, en tout cas des activités de grande envergure. Et c'est à ce titre-là que c'est assez normal qu'on pense à ce genre d'investissement en République démocratique du Congo. La seule chose, c'est que pour pouvoir avoir des clients, pour avoir des clients qui puissent donner un retour sur investissement, il faut avoir des clients qui ont ce qu'on appelle un pouvoir d'achat, c'est-à-dire un montant financier à leur disposition pour pouvoir acheter la production qui va être faite. Or, la République démocratique du Congo a un PIB extrêmement faible et donc sa population a un pouvoir d'achat très très faible. Et donc le retour sur investissement global pour des investisseurs, il est lui aussi très très faible. Et c'est assez logique que le pays ne soit pas considéré comme une terre propice aux investisseurs, sachant qu'en plus il y a d'autres facteurs qui interviennent, la faible infrastructure routière pour la distribution, le risque élevé d'insécurité, mais cela dit, le problème principal, c'est le pouvoir d'achat. Pour exemple, je vais parler de l'industrie de la téléphonie, qui est on va dire, une des rares industries à investir en République démocratique du Congo. Elle investit parce que la population a un petit pouvoir d'achat qu'elle peut utiliser pour la téléphonie, sachant que la distribution de la téléphonie se fait, par les consommateurs eux-mêmes qui peuvent prendre les téléphones dans leur poche et aussi injecter l'argent à distance. Donc l'investissement et le risque d'investissement par rapport à la téléphonie, il est conséquent, mais il est quasi garantit un retour sur investissement. Et donc, c'est pour ça que dans la République démocratique du Congo, on a ce type d'industrie. Alors, pas autant développé qu'on pourrait l'imaginer, mais à la hauteur du pouvoir d'achat de la population. Alors, je vais juste faire un rappel historique de façon très simplifiée de la fabrication d'un pouvoir d'achat, hein, puisque, c'est-à-dire, comment ça se fait que dans d'autres pays, il y a ce pouvoir d'achat et qui n'est pas au cœur de l'Afrique. Et il faut rappeler que l'industrie, elle date, disons, l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est pas si ancienne que ça. On peut dire grosso modo, c'est un peu plus d'un siècle.
elle a été mise en place par un ensemble de personnes, disons, qui a été fortunées à l'époque et qui ont misé leur fortune dans des nouvelles activités pour fabriquer des productions. Alors des grandes productions, puisque ça pouvait être des trains, des bâtiments, des productions électriques. Et ils ont bâti, donc rebâti une fortune sur une première fortune, donc une première capacité d'investissement, sachant aussi qu'à l'époque, ils utilisaient des ressources qui étaient bon marché, puisqu'ils avaient une masse salariale qui ne coûtait pas très cher à l'époque, et ils avaient des ressources qui venaient principalement des colonies à des prix qui étaient suffisamment bas pour que les profits qu'ils faisaient justifient leur investissement. Alors, la machine est allée encore plus loin, puisque là maintenant, quand on va dire que les États-Unis ont repris cette, comment dire, ce mode de développement de l'activité, c'est-à-dire prendre beaucoup de capitaux financiers et développer une industrie, une nouvelle industrie et la vendre à des clients. On va dire que c'est le Fordisme, pour caricaturer, qui a injecté l'idée qu'on puisse baisser les prix de ce qu'on produit pour pouvoir produire à un plus grand nombre et répartir donc le bénéfice. Si on vend un produit 100 € à un petit nombre de personnes, au final, on peut gagner moins que si on vend ce produit peut-être à 10 €, mais à 1 million de personnes. Donc, c'est le démarrage de ce qu'on va dire la société de consommation et puis la consommation de masse, qui a fait que dans le modèle économique du Fordisme, donc qui était consacré au début à la fabrication des véhicules, on a préféré vendre une voiture moins chère à beaucoup de personnes qu'une voiture très chère à un nombre limité de clients. Et dans ce modèle-là, on a rajouté le fait que les salariés eux-mêmes pouvaient avoir un salaire suffisant pour eux-mêmes être des consommateurs et ainsi faire on va dire des îlots de consommateurs qui pouvaient à la fois produire en tant que salariés et aussi consommer les productions des autres activités. Donc c'est de l'Europe qui est parti ces mécanismes d'investissement et d'industrie qui a été continué et amplifié par les États-Unis. Et on a un mécanisme, on va dire, qui est quelque part un peu artificiel, puisque c'est l'investissement qui va amorcer le fait de donner du pouvoir d'achat par la masse salariale et ensuite de voir du profit, de récupérer une bonne partie de cet argent par les consommateurs. L'ennui, c'est qu'une fois qu'on a acheté une voiture, on n'en a pas besoin de 10 et donc ce mode d'activité demande à, on va dire, une sorte de faire une sorte de course à l'échalote, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu 10 voitures, eh bien, il faudrait qu'on en vende encore à d'autres personnes et encore à d'autres et donc on est en perpétuelle quête de nouveaux marchés, de nouveaux clients et donc, on va essayer d'étendre son territoire et rechercher des clients qui soient ailleurs. Et comment dire, une des conséquences vient aussi du fait que pour pouvoir faire en sorte que les gens consomment plus, il faut qu'ils aient plus de salaire et donc on va créer une masse salariale qui aura comment dire, plus de revenus, qui va coûter plus cher et donc qui va limiter le profit. Et on est donc dans une course perpétuelle qui fait que dans ce mode, on va dire, un peu artificiellement construit, mais efficace, puisque c'est lui qui a permis de construire l'ensemble des produits qui sont à nos dispositions, hein, des technologies, eh bien, on ne va pas pouvoir s'arrêter dans le processus, on doit vraiment le continuer pour continuer à avoir du profit. Et donc, cette masse salariale qui augmente en quantité et aussi en revenus, puisque la consommation est liée au confort des personnes, fait qu'en Europe, aux États-Unis, les salaires ont progressivement augmenté année après année et diminuant les profits. Et c'est à ce moment-là que
pour pouvoir continuer à avoir des profits importants, les grandes industries se sont tournées sur les pays asiatiques pour reproduire ce même modèle, pour pouvoir continuer à investir et à avoir du profit. Alors, on peut se demander pourquoi pas avoir investi en Afrique. Je pense que là, disons, stratégiquement, c'était assez clair. L'Afrique est un pays qui a énormément de ressources. Lui mettre les industries dans son précaré, c'est lui donner la possibilité de développer ses propres industries et donc de faire du profit pour son propre compte et de lui offrir les marchés mondiaux. Donc la stratégie à l'époque, on va dire dans les années 80, c'était de miser sur l'Asie et donc les pays asiatiques ont vu un grand nombre d'investisseurs venir sur leur territoire pour construire des usines et c'est ce qui a permis à l'Asie de gonfler elle-même le pouvoir d'achat de ses populations, de créer donc des masses salariales qui elles-mêmes ont pu consommer et créer un marché local au niveau de l'Asie et un marché maintenant international et même de concurrencer les États-Unis et l'Europe. Il faut savoir aujourd'hui que disons les revenus asiatiques ont aussi augmenté et donc le problème qui se trouvait en Europe et aux États-Unis d'avoir des personnes qui coûtent entre guillemets trop cher et donc des productions qui rapportent moins se retrouve aujourd'hui en Asie et donc l'Asie cherche forcément de nouveaux territoires mais en parallèle il se passe quelque chose qui est lié à la technologie, c'est que les usines, l'industrie de manière générale a de moins en moins besoin de masse salariale. Simplement à cause de ce qu'on appelle la robotisation, c'est-à-dire qu'on a remplacé les personnes par des machines. Et donc, il y a un nouveau phénomène qui est que les entreprises européennes et américaines ont tendance à reprendre leur industrie sur leur territoire et à elles-mêmes les développer avec une masse salariale beaucoup plus réduite. Et donc, à nouveau, l'Afrique n'est pas disons, sort de cet enjeu d'industrialisation puisque l'industrie est en train de complètement changer de nature, sachant qu'il y a aussi des nouvelles technologies qui arrivent et qui permettent de fabriquer comment dire, avec encore moins de salariés. Alors maintenant, j'ai fait un peu le tour du modèle pour essayer d'expliquer comment aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il me semble difficile de pouvoir accéder à une industrialisation du pays sur le même modèle que ce qui a été fait en Europe, aux États-Unis et en Asie. Sachant que ce modèle-là, il est essoufflé, hein, les indicateurs économiques mondiaux sont, on va dire, sont à l'orange, voire au rouge, et donc il y a une fin annoncée de ce modèle capitalisme, on va dire, libéral. Et mon propos aujourd'hui, c'est d'inviter les Congolais, les Africains de manière générale, à imaginer, en tout cas à se pencher sur ce problème-là économique et à essayer de voir comment il est possible de créer d'autres modèles. Alors, je pense qu'il y a énormément de littérature qui existe aujourd'hui par rapport à des solutions alternatives. Elles ne sont pas encore beaucoup sorties des cartons parce que comment dire, le capitalisme libéral, c'est quand même la grosse machine aujourd'hui. Mais disons, elles existent, en tout cas les scientifiques les ont pensées. Et donc, une des choses dont je mentionnerai assez rapidement, puisque c'est l'objet comment dire, de ce que on propose aujourd'hui à 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, c'est une initiative qui consiste à appuyer comment dire, le développement des territoires sur le principe de l'autonomie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à la population, bien, allez travailler dans les usines pour le compte de grandes sociétés, c'est plutôt de travailler pour vous et utiliser des ressources les ressources que l'industrie pourrait utiliser, comment dire, mais à votre compte et de façon collective. Alors, pour faire simple, il faut expliquer
remarqué que par le passé, un industriel, il n'avait pas la possibilité de, comment dire, d'agir vis-à-vis des différentes personnes de façon particulière. Donc, il crée une activité, il convainquait des investisseurs dans un cadre donné. Et, 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 et il n'avait pas la possibilité de, comment dire, de prendre ce modèle et entre guillemets, le donner aux différents acteurs. Et donc, on a vu les industries qui réussissent, ben, elles ont naturellement tendance à grossir, à créer des multinationales qui ont des grands moyens et qui pour faire converger leurs outils. Et là, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de partager tous les moyens industriels qui existent et de partager les capitaux et de répartir l'ensemble des capitaux sur les différentes personnes. Euh, de, on peut prendre un exemple, c'est je peux aller, comment dire, travailler dans une usine pour fabriquer, je ne sais pas, du jus d'ananas, et puis après, je pars au magasin faire les courses pour acheter on va dire, des citrons, puis je rentre à la maison et je consomme. Là, on peut imaginer que je puisse être dans mon jardin, que je fasse moi-même ma nourriture et que je la consomme moi-même, mais par contre que je puisse bénéficier des technologies, des financements, de l'outillage qui serait sur le plan d'une plus grande entité. Alors, tout ça, je suis prête à le réexpliquer de façon, comment dire, plus détaillée, mais mon invitation, là, ce soir, c'était de dire, d'essayer de porter l'attention, de faire porter l'attention aux différentes personnes qui s'intéressent à l'économie de leur pays sur le fait que le développement d'une industrie dans un pays n'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose de spontané, et surtout avec comment dire, les contextes géopolitiques, c'est quelque chose qui doit se réfléchir et ça doit se réfléchir à plusieurs. Alors par le passé, c'était effectivement des personnes fortunées qui se mettaient ensemble et qui pouvaient changer la donne, même sur des très grands territoires. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'ensemble des outils de communication, c'est possible que ce soit des centaines, voire des milliers de personnes qui réfléchissent ensemble à des nouvelles façons de s'organiser pour réunir des capitaux et faire des activités dont l'objectif n'est pas d'avoir du profit en retour, mais juste de développer soi-même son environnement et puis développer en même temps l'environnement des autres. Voilà. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, donc c'était mon message. Merci Oscar. Oui, je vais continuer à éduquer. C'est vraiment en toute, comment dire, en toute simplicité. Moi, je ne suis pas à la base économiste, mais en étant scientifique et en étant dans l'innovation, eh bien, j'ai été forcément obligée d'essayer de comprendre ce qu'est l'économie et en fait comment l'économie amplifie ce que la science fait. Parce que depuis le feu, la roue, toutes les inventions humaines, c'est bien l'intelligence humaine qui a permis d'améliorer la vie des personnes. Et l'économie est une science supplémentaire pour essayer d'impacter un maximum de personnes, puisque moi, toute seule dans mon jardin, je vais pouvoir faire quelque chose, mais si je suis en relation avec d'autres personnes, ce qu'est l'économie, hein, c'est-à-dire les échanges entre les différentes personnes, de mon village et puis même de l'autre côté de la planète, eh bien, mon potentiel de réalisation personnelle, il est décuplé. Et donc, l'économie est une couche supplémentaire par rapport à la science pour améliorer la vie des personnes. Le seul souci aujourd'hui, et je pense que la République démocratique du Congo en fait les frais, c'est que la science comme l'économie ont été accaparées par une partie disons, une portion de l'humanité et qui s'en débrouille très très bien, mais qui la confisque à la majorité qui pourrait aussi jouer, on va dire, les partitions scientifiques, économiques d'une autre manière, parce que très clairement, il y a des sciences qui seraient très intéressantes pour une grande majorité de personnes,
mais qui en fait ne génèrent aucun chiffre d'affaires et donc sont mis dans les tiroirs et peut-être depuis des dizaines, voire plutôt des centaines d'années, alors qu'elles pourraient bénéficier à la majorité. Donc c'est le paradoxe dans lequel on vit et je pense que les Congolais, grâce aux réseaux sociaux, ont la capacité, disons, ont l'opportunité d'aller voir s'il n'y a pas d'autres façons de faire qui pourraient mieux impacter leur vie et s'y intéresser parce que c'est pas si compliqué en fait quand on fait l'effort d'aller comprendre ce qu'il y a derrière le simple fait d'aller dans un magasin et d'acheter quelque chose. Voilà, s'il n'y a pas de questions, ben, je vais terminer mon propos et puis je vais me proposer la vidéo en différé pour que elle puisse être partagée et pour solliciter des questions et des interactions pour continuer à réfléchir sur la problématique.